mais je vais quand même faire un petit rappel. Normalement, la circulaire que l'on a appelée la circulaire Kouchner de 97 préconisait aussi d'informer les patients pour les médicaments dérivés du sang des risques viraux, bien sûr, principaux, et en sachant et en regardant le mode de préparation des médicaments dérivés du sang, le risque est quasiment nul, hein, puisque entre le chauffage, la lyophilisation, l'ultrafiltration, il n'y a eu que quelques anciennes déclarations d'hépatite A, mais il y a très longtemps. Voilà. Alors pour la transfusion, par contre, que faire en pratique? Le médecin doit faire une information systématique a priori. Donc, bien sûr, le plus facile en anesthésie, en chirurgie, c'est que l'anesthésiste peut faire cette information a priori lors de la consultation d'anesthésie. Et il faudra que, donc, à la fin du séjour, il y ait bien sûr une remise d'un document avec vous avez des fois dans des structures publiques et ou privées, des fois qui vous demandent de signer un document. Ce n'est pas réglementaire, puisque ça a été retoqué par un arrêt du Conseil d'État en disant le patient a signé, mais il n'a pas compris ce qu'il signait. Donc, on est revenu à l'information orale et de noter dans le dossier qu'on a bien fait, que le médecin, bien sûr, a bien fait son information. Alors, quand moi je regarde mes dossiers médicaux et transfusionnels, l'information en chirurgie elle est notée par l'anesthésiste. En médecine, il faudrait que je remonte à la première consultation quand j'ai accès aux données. Elle a dû être faite, mais elle n'a pas été notée officiellement. Donc, juridiquement, on n'est pas bon. Bien sûr, la grande question, c'est comment prouver sa bonne foi. Alors, bien sûr, il y a des procédures spécifiques. Alors, chez nous, on a des procédures spécifiques écrites, validées par le CSTH et le Comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance. Procédure aussi validée par les médecines légales. Hein. On est en relation avec le service juridique médical de l'institution, donc on est conforme. Bien sûr, on a diffusé cette information à tous les médecins qui potentiellement prescripteurs de transfusion pour leur dire qu'ils doivent recevoir une information et on verra dans la diapo suivante, donc un document qui doit être remis au patient pour lui dire voilà les risques aujourd'hui. L'importance, c'est d'avoir coché une case, d'avoir mis information faite. Ce que peuvent regarder l'expert visiteur quand il va faire sa visite, on verra dans quel cadre, dans le parcours patient ou autre, il peut regarder le dossier, il peut demander au patient est-ce qu'on lui a bien informé et est-ce qu'il retrouve l'information dans le dossier. Nous avons, je pourrais vous la donner, hein, je pourrais donner à Valentine notre petit triptyque qui rappelle les étapes du processus d'information, donc entretien médical, comme vous voyez, remise de documents, consentement du patient qui va être écrit et répertorié. À la sortie, entretien médical, bien sûr, en principe, ça peut se faire juste un jour avant. Hein, on sait qu'il va sortir, on lui dit voilà, vous allez sortir. Et en fait, dans le courrier de sortie, on doit mettre les produits transfusés. Alors, si on est puriste, il faut lui donner la quantité et la qualité des produits. Que si un patient a fait urgence, déchocage, bloc orthopédique, salle de réveil et orthopédie, mais normalement, il faudrait que le dernier patron qui a fait la prise en charge du patient lui remette le document en ayant la totalité des transfusions faites. Sauf si on est informatisé, c'est utopique. Donc, il vaut mieux dire, on met dans le courrier de sortie, transfusion, oui, mais rien que ça, c'est bien déjà. Si on veut avoir l'exhaustivité des transfusions, on pourra donc revenir après. Pour les concentrés de globules rouges, il y a une ordonnance pour la recherche d'anticorps irréguliers qu'on doit lui remettre. Et dans cette demande, on doit dire envoyer le résultat de l'examen biologique à l'hémovigilant. Voilà. Tout ça, c'est le parcours et
une fois qu'il est sorti, doit faire son bilan. Alors malheureusement ou heureusement, c'est quasiment jamais fait. Moi, sur les demandes, sur les retours, j'ai à peu près 10 à 15% de retours d'examen de recherche d'anticorps que je reçois. Voilà. Le fameux document de 1997, donc je vous ai fait l'encadré en rouge, document que l'on doit remettre. Alors, si on est là aussi puriste, on ne doit pas modifier un texte de loi, qui est un arrêté en l'occurrence, mais si on diffuse cette information de 1997, je vous rappelle, si on fait un rétro-planning, en 1997, le risque d'hépatite C était 1 sur 10 000, et le VIH 1 sur 12 000. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'hépatite C, deuxième ligne, un risque sur 34 millions, VIH, un risque sur 6 600 000. Si on vous met 1 sur 10 000 et 1 sur 8 000, personne ne se fait transfuser. Donc c'est pour ça qu'on s'est autorisé à modifier l'encadré rouge en disant que le risque théorique évolue avec le temps. C'est un risque qui est calculé chaque année par rapport aux exclusions de dons de sang par l'EFS, le centre de transfusion des armées, qui permet donc de réajuster donc ce risque-là. Donc là, c'est le risque de 2017-2018. On a toujours un décalage de 2 ans. Deuxième critère qui nous impacte là en direct, c'est le critère 2.1.07. La pertinence de la transfusion des produits sanguins labiles est argumentée. Et quand on regarde les éléments d'évaluation, pour les professionnels, vous avez dans le petit carré bleu, là, analyse bénéfice-risque réalisée pour tout acte de transfusion. L'analyse de la pertinence des actes transfusionnels est régulièrement réalisée. Alors, ça veut dire quoi? Alors, que fait la HAS? Elle va prendre les références aujourd'hui de la transfusion de plasma de 2012, les rouges 2015 et plaquettes 2015. Il faut savoir qu'il y a sûrement des réactualisations qui vont voir le jour, surtout pour le plasma 2012, on va être à quasiment 10 ans. Normalement, tous les 10 ans, 12 ans, on révise ces recommandations. Donc nous, quand on regarde en tant que médecin référent, mais c'est ce que je diffuse moi dans mes formations médicales en interne, vous avez des recommandations de la Haute Autorité en Santé. Alors attention, vous pouvez avoir, moi j'ai des réanimations qui m'ont dit, mais nous on se réfère aussi aux recommandations de la Société française de réanimation médicale de langue française. Bien. Alors, c'est subtil, hein, parce que pour les globules rouges, vous avez un écart de 0,5 points, c'est-à-dire c'est pratiquement rien. Il vaut mieux se garder les recommandations de la HAS, on est plus tranquille, on a les seuils 7, 7, on a 8, 9 et 10, supérieur à 10. Normalement, ces recommandations, on vous indique à quel moment, pour les rouges, quelles sont les indications par rapport au seuil, par rapport à la pathologie cardiaque qui pourrait expliquer le besoin, la nécessité de transfusion. C'est plus sage de se recaler sur ça et de voir avec les prescripteurs et les transfuseurs, est-ce qu'on est dans les clous ou pas? Bien sûr, il faut prendre des gants, parce que si on arrive avec, avec les points étouffés pour dire qu'ils transfusent mal, ça ne va pas très bien se passer. Donc, il faut avoir les discussions pour dire est-ce qu'on est bon ou pas bon. On peut aussi accepter des conférences de consensus. Si vous avez une équipe qui me dit, moi, je me réfère à la conférence de consensus, Société savante de pédiatrie, de néonat ou autre, ben, il n'y a aucun problème, hein, on accepte. Voilà. Il faut que la prescription, il faut qu'on évalue la prescription. Alors, le médecin expert de la HAS n'est pas là pour juger. Attention, hein, vous ne va pas vous juger, vous dire vous avez 0 parce que non. Il a regardé, est-ce que par rapport aux recommandations ou à des pratiques reconnues scientifiquement, vous analysez le bénéfice-risque, si vous analysez donc la pertinence des transfusions, voilà, n'ayez crainte, il n'y a pas de, il n'y aura pas de danger ou autre.
En revanche, ce qui est nouveau, enfin, ce qui mijote dans comment dire, dans les tuyaux, hier, il y avait une réunion pour le fameux article 51 pour l'étude de la mise en place de la gestion personnalisée du patient. Alors, je l'ai mis en français parce que PBM, c'est en anglais. Alors, c'est vrai que tout le monde aime bien les sigles anglais, mais moi, je préfère la dénomination française. Alors, pour ceux qui sont les fanatiques de l'anglais, c'est PBM, c'est Patient Blood Management. Bref. En fait, on doit mettre en place une stratégie d'épargne sanguine en chirurgie programmée, ce qui signifie qu'il y a, pour ça qu'avec la Haute Autorité en Santé, je suis membre du groupe de travail pour écrire et valider des fiches de synthèse. Le but étant, moi j'ai accepté de rentrer dans ce groupe de travail pour donner au réseau des fiches pratiques simples. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Mon patient, c'est pour prendre en charge l'anémie préopératoire, donc bien sûr avec l'accord du chirurgien, ce qui veut que le chirurgien doit, lors de sa consultation, proposer l'intervention. Il faut qu'il commence à prescrire un bilan martial complet, ferritine, capacité totale de transport, tout ça, l'hémoglobine, etc. Et quand il va venir voir l'anesthésiste, il a son bilan complet avec lui et en fonction des résultats biologiques, on va lui proposer du fer intraveineux, plus ou moins de l'érythropoïétine, puisque la mission, l'objectif de cette mise en place de la gestion personnalisée du sang du patient, c'est de tendre vers la transfusion zéro, plus de transfusion. Mais ça rentre indirectement dans ce critère-là, puisque si on arrive à mettre en place un système, bien sûr pour la chirurgie, hein, parce qu'en médecine, on ne pourra pas lui faire une stratégie d'épargne sanguine ou autre. Ça peut être utile, ça peut être intéressant. On peut même faire des parcours patients ou des analyses de dossiers parce qu'on a mis en place cette structure. Le bénéfice-risque, alors moi je suis très surpris, j'avoue mon crime, hein, à force de faire des formations, des rappels. Là, on a tiré au sort une centaine de prescriptions on est allé visualiser aussi dans le dossier médical, est-ce qu'il y avait le bénéfice-risque, est-ce qu'on avait la pertinence? Eh bien, à 90%, le bénéfice-risque était noté et à 85%, l'analyse de la pertinence des actes transfusionnels aussi. Donc, il y a une évolution. Alors, le bénéfice-risque, c'est quoi? Mais, par exemple, on se dit, le patient, dans le dossier médical, est-ce qu'on a indiqué la notion de transfusion par rapport à un seuil? Pour se dire, est-ce qu'il fallait qu'on le transfuse ou pas? Voilà. Donc, un patient en chirurgie cardiaque, par exemple, pour le sujet que j'ai pris, avec une pathologie cardiaque sévère, et le cardiologue nous a dit maintenir le taux d'hémoglobine à 10 grammes, pas par décilitre, pardon, par décilitre, on est bon. Voilà. Deuxième étape, analyse de la pertinence des actes transfusionnels régulièrement réalisés. Moi, je regarde l'analyse des prescriptions. J'ai la chance d'avoir un établissement français du sang dans chaque site hospitalier. Je me fais extraire quelques ordonnances, je regarde, et de plus en plus, il y a des prescriptions unitaires. Alors ça, c'est bien parce que quand on regarde la mission, vous savez qu'on est en pénurie du sang, l'EFS, on reçoit régulièrement des alertes, appels aux dons de sang. Et si on détruit les poches parce qu'on ne les utilise pas ou on a fait une prescription un peu excessive, c'est dommage. Donc, quand on détruit un PSL, surtout un concentré de rouge, je regarde par rapport au dossier du patient, qu'est-ce qui s'est produit. Et en fonction de la prescription qui peut être entre guillemets abusive, je me permets donc d'appeler mon collègue pour lui dire, mais tu as prescrit 2 CGR, 2 concentrés de globules rouges, tu aurais pu en prescrire aucun, sachant que tu as l'établissement français du sang dans l'enceinte de l'hôpital, que tu es à 150 mètres du bloc opératoire ou 300 mètres de la réanimation, tu aurais pu en prendre qu'un, laisser le deuxième, éventuellement prendre le deuxième après. Voilà. Donc ça, c'est cette comment dire, notion de communication, de compréhension qui est plus facile. Hein. Si on arrive les points étouffés en staff, on risque de se faire remonter les bretelles, ce qui est normal par nos confrères. Mais si on discute tranquillement au téléphone en disant pourquoi il y a eu ça ou ça, c'est plus facile à apprendre.
Autre objectif qui n'était au départ, était prévu dans la grille de la Haute Autorité en Santé, puis qui a été supprimé, mais remis en indicateur, pas sous-marin, mais indicateur que peut poser l'expert visiteur. Quel est votre pourcentage de destruction des produits sanguins? Pour savoir, est-ce que vous détruisez beaucoup ou pas du tout? Alors, voilà, donc et quand on vous dit est-ce qu'on fait une analyse, eh justement, si on s'aperçoit qu'on a une dérive, non seulement j'ai une dérive dans un des services de l'institution, j'ai une réunion programmée mardi prochain pour comprendre et voir qu'est-ce qu'on peut faire comme mesure qui pourrait être acceptable, corrective avec l'établissement français du sang pour réduire ce taux de destruction. Voilà. Alors, certains CHU m'envieraient ce taux de destruction, mais comme on l'a multiplié par 2 sur le même site, ça pose problème entre 2020 et 2021. Il y a un problème sur un service d'un site. Donc, là, c'est plus facile, on peut cibler le service. Autre critère qui va, là, on sort un peu de l'hémovigilance, on va englober l'ensemble des vigilances, c'est le critère 2.3-02. Alors, les équipes maîtrisent la mise en application des vigilances sanitaires. On vous décline toutes les vigilances sanitaires que l'on peut donc, regarder, interviewer. Ce que veut savoir l'expert visiteur, on va le revoir, c'est est-ce qu'on connaît la personne qui va rencontrer dans un service, dans une unité, un professionnel de santé travaillant dans la structure. Est-ce qu'il connaît le référent, par exemple, de l'hémovigilance? Il le connaît ou pas? Le matériau vigilant, il sait qui c'est. Est-ce que s'il y a une procédure, est-ce qu'il y a un problème avec un dispositif médical pour la matériau ou un produit sanguin labile pour l'hémovigilance ou un médicament pour la pharmacovigilance? Est-ce qu'il connaît le circuit? Comment ça se passe? Ça c'est important. Ce qu'on vous voyez dans le carré bleu du côté gauche en bas, élément d'évaluation, le plan d'action de toutes les alertes des vigilances ascendantes, c'est-à-dire qu'on part du patient et on fait remonter vers le vigilant plus vers l'ANSM si besoin, et descendante, c'est-à-dire le sens inverse, c'est-à-dire vous avez une alerte sanitaire d'un fabricant ou de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les diffuse? Quelle action on fait? Tout ça. Donc, on veut savoir est-ce qu'il y a des responsables identifiés, comment sont réceptionnées les alertes, etc. Vous aurez dans les questions que l'on m'a posées, je développerai un peu plus le sujet, notamment sur la permanence H24. Je vous donnerai mon point de vue. Alors, organisation de vigilance, circuit déclaratif. Alors, vous savez, pour les structures qui ont la chance ou la possibilité d'avoir un personnel, un professionnel qui s'occupe de la gestion des risques, ça varie en fonction des établissements de santé. Ça peut être un pharmacien, un médecin, un cadre, ça peut être un biomédical des fois, un directeur, un administratif. Il faut qu'il y ait le lien entre la gestion des risques et les vigilances. Parce que souvent, dans les déclarations parfois d'un événement indésirable lié aux soins, on a en dessous, on a coché que ça pouvait aussi relever d'une vigilance. Donc, il faut qu'on puisse, diffuser et aller donner au bon interlocuteur pour l'exploration du problème, de l'événement. Voilà. Est-ce que les correspondants des différentes vigilances sont nommés? Voilà, ça c'est ce que va rechercher l'expert visiteur. Et est-ce qu'il y a une coordination des vigilances? Voilà, donc ça sont des questions. Alors peut-être que l'infirmier nouvellement recruté, on n'y a pas tout dit ou tout expliqué. Voilà, donc moi je sais qu'à la PHM, on a un gros souci. On a décidé d'être tous sur Internet, intranet, Norméac, qui est notre bibliothèque documentaire, alors qu'avant on avait des classeurs. Moi, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais le classeur rouge de la transfusion ou le classeur vert des vigilances trônait dans le service sur l'étagère X, étagère
salle de soins, on pouvait sortir le classeur rouge pour la transfusion ou le classeur vert pour les vigilances et on connaissait, on pouvait lire qu'est-ce qu'on devait faire avec tel ou tel problème. Bon. L'informatisation donc, a pris un petit peu le relais, mais en service, en fonction des services où ils n'ont pas accès à l'informatique, où il y a des soucis, ben, ils aimeraient bien avoir un classeur. L'informatisation des circuits, donc alerte et incidence, ce n'est pas recommandé, attention, ce n'est pas une obligation réglementaire, mais c'est vrai que si on est informatisé pour une structure qui commence à être un peu grosse, à taille humaine ou à taille inhumaine comme la PHM, c'est intéressant pour savoir qui a reçu l'information d'une alerte sanitaire. Et en ce moment, ce qui est en train de fleurir en matériaux-vigilance, ce sont des alertes de fabricants. C'est-à-dire que l'ANSM n'a pas le temps, des fois, d'envoyer ou de formater l'alerte sanitaire. Ils le formateront dans un deuxième temps. Donc, pour accélérer la mise en place d'un retrait de l'eau, ils vont autoriser le fabricant à envoyer cette alerte. Bon. Pour les incidents aussi, il faut savoir, à part si vous avez un incident dans le service de soins, à qui on envoie l'incident. Voilà, donc c'est ce circuit qui doit être expliqué, connu donc des services, et savoir aussi qu'en fonction des vigilances, les modalités de déclaration vont changer pour le vigilant. Voilà. Alors, le traitement des déclarations, c'est la partie d'en bas. Donc, en local, il faut savoir est-ce qu'il y a une analyse. On peut rencontrer le vigilant dans le cadre de la première avec tous les vigilants, éventuellement, ou gestionnaires des risques. Est-ce qu'on a une analyse qui est faite par vigilant pour la complétude d'un événement indésirable? Puisque le but, c'est qu'à partir d'un événement indésirable ou d'un dysfonctionnement grave de la chaîne transfusionnelle ou d'un matériel ou autre, il faut qu'il y ait une analyse a posteriori qui soit faite. En fonction de la gravité, on doit en informer l'Agence régionale de santé via le portail des vigilances, qui veut dire qu'il y aura une analyse, l'étude qui sera faite et un suivi par l'Agence régionale de santé, mais ça, on a dû vous en parler. En région, quand on regarde l'hémovigilance, on déclare tout. Voilà. Pharmaco, le CRPV aussi. La matériau, on doit normalement envoyer à la NSM que les événements indésirables graves. La réacto aussi. Bon, la biovigilance, c'est un circuit à part, c'est l'agence de biomédecine, ce qui fait qu'à l'échelon national, vous avez l'ANSM pour toutes les vigilances, sauf la biovigilance et l'ABM. Autre critère qui va revenir sur la transfusion, alors là, c'est les équipes maîtrisent la sécurité transfusionnelle. Donc là, ça veut tout dire. Conforme par rapport, on a aussi rajouté les médicaments dérivés du sang, c'est de la transfusion certes, mais c'est pas de la transfusion classique avec des produits sanguins de l'EFS, et avec surtout les incidents. Pourquoi ils ont zoomé un petit peu ce critère? Parce qu'en fait, vous avez l'autorité en santé. Quand vous avez dans les éléments d'évaluation, vous avez le deuxième point, l'équipe connaît les protocoles de prise en charge et les précautions standards liées aux complications graves, œdème aigu de surcharge post-transfusionnelle, OAP, TRALI, TACO. Voilà. Et vous voyez que le taux de destruction est mesuré, ce que je vous ai présenté juste avant dans la bénéfice-risque et pertinence. Alors, il n'y a pas de critères. Au départ, ils avaient mis le taux de destruction si supérieur à 1%, si inférieur à 1%. Bon, ils l'ont enlevé, mais ça veut dire que peut-être, dans les prochaines années ou la version suivante, peut-être qu'on vous dira le taux de destruction doit être inférieur à X. En pratique, on doit se dire, est-ce que j'ai un classeur des bonnes pratiques? Ça, c'est ce qu'on avait maintenant, il est sur l'intranet. Moi, ça me plaît donc à moitié. Est-ce qu'on réalise des analyses a posteriori des risques? Simplement, on se trompe dans la transfusion d'un patient. Au lieu de transfuser monsieur X, on transfuse avec les poches de monsieur X, madame Y. Bon. C'est-à-dire qu'on n'a pas été bon dans l'identité-vigilance, on n'a pas fait tous les contrôles qu'on aurait dû faire, ce qui veut dire analyse a posteriori des risques, d'où on doit détecter quels sont les points ou les maillons faibles ou potentiellement à risque, et aller agir sur, justement, mettre des barrières
ou essayer de voir comment on pourrait faire des contrôles différents pour justement ne plus un incident grave de la chaîne transitionnelle ne se reproduise. Voilà. On va nous demander est-ce qu'on recueille les analyses des incidents transfusionnels, voilà, et est-ce qu'on respecte les recommandations de l'HAS pour les globules rouges, mais en priorité pour les plasma plaquettes aussi. Mais voilà, vous voyez que c'est vraiment ciblé sur, vu que l'HAS a ciblé sur les rouges, principalement responsables de dème aigu du poumon. Et vous verrez qu'en fin de séance, je vais vous présenter la nouvelle circulaire de l'acte transfusionnel qui va bientôt sortir. Je pense dans les jours qui suivent, là, on nous l'a promis pour dans 2-3 jours. Donc, comme je l'ai eu en amont, je vais pouvoir vous donner quelques pistes. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme système? Le patient traceur, par exemple. Si vous avez de l'orthopédie et un patient qui potentiellement peut être transfusé. Donc, vous pouvez mettre prise en charge d'une personne âgée de, vous pouvez dire, moi, je veux avoir une personne âgée de plus de 70 ans, 75 ans, 65 ans, vous mettez l'âge que vous voulez. Prise en charge pour une fracture du col du fémur, donc mode d'entrée par les urgences, transfert en chirurgie orthopédie et transfusion. Moi, les patientes prothèse totale de hanche sur une fracture du col du fémur arrivées en urgence sont transfusées dans 80% des cas. Voilà. Vous avez aussi la méthode du parcours traceur. On va évaluer donc une chirurgie prothétique de la hanche avec un patient transfusé. Pour coller aux critères, comment on maîtrise la sécurité transfusionnelle donc, de ce patient. Et en fonction donc, du critère, le patient traceur, quand on ira voir le patient pour voir un petit peu, on va lui demander est-ce qu'on l'a informé, est-ce qu'on lui a expliqué les risques, voilà, comment ça a été prescrit, on va voir son dossier, la prescription, est-ce qu'on a fait le bilan sanguin, le groupe sanguin, etc. Donc on va étudier le dossier pour dire on est dans les critères, on remplit tout ou pas. Sachant que le patient traceur, c'est l'établissement de santé qui les choisit. Attention, hein, voilà, c'est pas la haute autorité en santé qui va arriver en disant je veux voir ça. C'est vos patients traceurs. Si vous définissez un patient traceur dans ce style-là, personne âgée, fracture du col du fémur, qui est rentré par les urgences, etc., ou ça peut être qui est rentré pour faire un remplacement prothétique d'une prothèse totale de hanche. Hein. Voilà, on est libre de l'intituler de son patient traceur. Alors, je vais venir à vos questions. Il y a une question, comment les vigilances sont-elles prises en compte dans le manuel de la certification de la V2020? Alors, d'abord, un petit rappel. Bon, vous savez qu'en France, on marche par crise. Hein. Pharmacovigilance a été la première vigilance qui était au départ au niveau de la Direction générale de la santé au ministère de la Santé. Le VIH est arrivé, donc création des vigilances en 93. Bon, puis la crise sanitaire de la vache folle est là. On a créé en 98 l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui regroupait toutes les vigilances, dont la biovigilance. Hein. Si vous regardez les vigilances sanitaires en 96, qui a été prévues en 96 et puis qui ont été mises en place en 98, il y avait toutes les vigilances qui étaient notées. Mais séparation de la biovigilance en 2017-18 et la biovigilance est partie à part. Le Mediator nous est arrivé dessus avec les prothèses mammaires PIP qui ont défrayé la chronique et ils ont créé donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Voilà. C'est la réforme structurelle où là, vu avec ce qui s'est passé avec le Mediator, en France, nos politiques sont très bons. Ils veulent toujours savoir est-ce qu'il y a un responsable qui éventuellement pourrait sauter pour protéger un peu plus haut. Donc, dans la NSM, ils ont créé donc des référents et des responsables à chaque niveau dans la prise de décision pour valider un médicament, un dispositif médical. Et si vraiment il y a une faute ou autre chose, juridiquement, ils iront voir celui qui a signé le document. Voilà. Dans la prise en compte dans le manuel de la V2020, d'abord, il y a la gouvernance. Quand ils vont regarder la gouvernance dans tous les documents qu'ils vont avoir en amont, ils vont regarder quelle est l'organisation ensemble, premier point. Est-ce qu'il y a la gestion des risques, la coordination des vigilances? Est-ce que les deux gestionnaires des risques et coordination des vigilances travaillent ensemble?
Est-ce qu'il y a des réunions de la coordination des vigilances? Est-ce qu'il y a des réunions de la coordination des vigilances et de la gestion des risques? Ce qui veut dire que s'il y a une réunion, il y a un ordre du jour, il y a une feuille de présence que les professionnels vont signer et il y a un compte rendu, enfin un PV, un compte rendu de réunion qui est archivé et on sait où on peut trouver le compte rendu, s'il y a des décisions de prise, comment elles sont prises, etc. Les responsables sont nommés. Donc là aussi, ils peuvent vous demander est-ce que vous avez une grille ou quelque chose qui nous dit qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Voilà. L'organisation H24, je vais y revenir dans la diapo suivante. Et après, c'est sur le terrain. L'expert visiteur peut demander s'il y a eu, par rapport quand il va étudier un dossier de transfusion, vous dire, et si le patient avait fait un incident transfusionnel pendant la transfusion de concentré de globules rouges, qu'est-ce que vous faites? Et là, le professionnel de santé, ben, normalement, il doit vous dire, ben oui, effectivement, je sais que je vais faxer mon incident à l'hémovigilant, docteur X ou Y, ou je vais le saisir dans une base informatique. Si vous êtes informatisé par quelque logiciel que ce soit, il y en a plusieurs sur le marché, mais il va vous dire, ben oui, je me connecte au logiciel Z et je peux rentrer tout mon incident. Et on peut lui demander, mais est-ce que vous avez un accès de réception ou de lecture? Voilà, oui, non. Voilà. Sachant que nous, chez nous, les incidents des vigilances sont rentrés dans notre base de gestion des risques et vigilance. Et quand moi, en tant qu'hémovigilant ou matériau-vigilant, je lis l'incident, j'envoie un accusé de réception de la lecture de l'incident et après j'envoie un accusé donc, de lecture. Enfin, il y a deux messages qui partent au déclarant pour lui dire votre message a bien été réceptionné et votre message a bien été lu et visionné. Et parfois j'envoie un commentaire en disant il me manque telle ou telle information pour aller plus loin. Comment on organise? Ben, ils peuvent vous dire, est-ce que vous avez, comment vous savez comment ça fonctionne? Ben oui, on a un classeur accessible papier ou non, il n'est pas accessible en direct. Il faut aller sur intranet, chercher le classeur accès. OK, d'accord. Est-ce que des circuits sont définis? Ben, la gestion des produits sanguins labiles. On peut demander, ben, justement, pour la patiente transfusée, comment vous allez récupérer les produits sanguins labiles? Vous avez un dépôt de sang. Vous servez en direct auprès de l'établissement français du sang. Voilà. Comment on gère, comment le produit sanguin arrive, est-ce qu'il y a des coursiers, voilà, comment l'ordonnance des produits se trouve où, le double. Voilà, on va interroger gentiment, hein, il faut qu'on fasse parler le professionnel qu'on a en face de nous pour savoir un petit peu comment on va se gérer donc les produits sanguins labiles. Idem pour le médicament. Bon, voilà. On peut, ça après à des niveaux, là, au niveau des médecins, surtout s'il y a un médecin qui fait partie de la commission qualité de site ou de l'hôpital ou de l'instance, savoir est-ce qu'il y a un lien entre la gestion des risques et les vigilances. Est-ce qu'il y a une analyse des déclarations qui est faite a posteriori? Je sais que là, on a eu 3 incidents graves, un dysfonctionnement de la chaîne transfusionnelle, 2 sur un site et 1 sur un 3e site. Je sais qu'on va rentrer nos actions, donc on a fait une analyse a posteriori avec un plan d'action, donc on va les rentrer donc, dans notre PAC, le plan d'action qualité que l'on a chez nous qui couvre l'ensemble de l'institution. Et on a même fait la semaine dernière un CREX institutionnel de matériaux-vigilance sur les problèmes de ciment, prothèse totale de hanche, le ciment que l'on a mis avec antibiotiques, et on a eu des chocs anaphylactiques chez 2 des patients. Et la semaine prochaine, je fais un CREX institutionnel sur l'hémovigilance, parce qu'il y a eu justement des switches de poche entre 2 patients, on a failli avoir un mort. Bref, donc tout ça, c'est des analyses, il faut qu'on agrémente et on alimente le PAC, justement, et ça, comme ils auront accès au PAC, les experts visiteurs, ils vont voir que ben, ça travaille, ça bouge.
Est-ce qu'il y a des transferts des déclarations entre les vigilants? Mais ça, c'est le coordonnateur de vigilance que si on le rencontre, on peut lui demander comment ça se passe, si vous avez un incident qu'on vous a envoyé pour la matériau, puis en fait, c'est pas la matériau, c'est de la pharmaco ou autre, comment vous faites? Voilà. Est-ce qu'il y a alors, à partir du PAC, on peut faire une élaboration d'une cartographie des risques. Et c'est vrai que pour les grosses structures, j'y reviens tout à l'heure à ce que je vous ai dit, c'est que d'avoir un système informatique ou une base Access pour avoir comment dire, des données croisées ou élaborer des indicateurs, c'est quand même plus facile et un peu plus simple. Parce que le malheureux qui est en format papier, qui reçoit tous les incidents, qui doit classer, archiver, c'est pas évident hein, d'avoir un classeur papier, même si on est bien rangé et tout, c'est pas évident, surtout quand on demande des informations complémentaires. Voilà, c'est un peu plus. Voilà. L'informatique, je n'ai aucune action hein, dans un logiciel. Mais c'est vrai que d'avoir de l'informatique, même informatique maison, ça peut marcher très bien. C'est vrai que c'est un peu plus simple. Alors, ils aiment bien ça. Ils aiment bien avoir un truc un peu sympathique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on connaît? À qui on déclare? Est-ce qu'on peut être H24? Est-ce qu'on peut être H24? Comment on appelle ça? On peut être interviewé H24 ou pas? Comment sont gérées les vigilances? Alors, H24, moi, entre nous, il faut être honnête, la NSM, H24, mais un n'y est pas, déjà d'une. Hein, voilà. Ils ne sont pas là H24. Hein. Ils ont un sport national que je ne comprends pas, c'est qu'on nous envoie des fois des alertes de matériaux-vigilance le soir, le vendredi à 18h. On dirait qu'on était tous là présents à 18h pour répondre aux alertes et tout. Mais ils veulent savoir vraiment comment dire, traiter ou gérer. Alors, quand vous avez des produits sanguins, on va pas prendre la biovigilance étant à part, l'agence de biomédecine assure un suivi. Il y a une permanence H24, ils appellent le centre régional de l'ABM et ils auront l'information où l'ABM va intervenir pour un problème d'une greffe ou d'un transport. Les produits sanguins labiles, H24, ben nous c'est facile, c'est l'établissement français du sang qui gère, qui nous donne tous les produits. On n'a pas de dépôt de sang. Donc tout ce qui toucherait une alerte sanitaire concernant les produits sanguins labiles, c'est arrivé une fois il y a 15 ans, donc vous voyez que c'est vraiment exceptionnel. Ben c'est le FS qui va gérer, donc on leur dit, terminé, c'est bon. Dispositifs médicaux, là aussi, c'est les pharmacies qui gèrent ou c'est l'administratif avec le biomédical, les services économiques, parce qu'il y a 3 parties dans les dispositifs médicaux, la matériaux-vigilance. Ben, pour tout ce qui est la pharmacie, il y a un interne pharmacien dans nos pharmacies à l'hôpital, donc il n'y a pas de souci. S'il recevait une alerte via fax, ben, il pourrait gérer. En ce qui concerne les alertes de biomédical ou de services économiques, ça peut être géré par le directeur donc, de garde. Pharmacovigilance, le CRPV, bon, il est ouvert, mais celui qui va gérer, c'est le pharmacien. Comme la matériovigilance, le pharmacien, il y a un interne en pharmacie qui va pouvoir gérer donc l'alerte sanitaire, donc il n'y a pas de souci. Réactovigilance, vous avez des techniciens qui savent leur circuit interne. Puis s'il y a un problème avec un réactif, ils pourront enlever, voir avec le biologiste d'astreinte pour lui dire qu'est-ce que je fais. Toxicopharmaco, c'est le centre anti-poison. Donc ça, c'est géré, ils sont ouverts H24. La cosméto, je l'ai mis un peu exprès, ça m'a fait rire. On l'a créé en 2007. Alors, la cosméto, ça ne nous impactera quasiment jamais, sauf si on doit déclarer les événements graves de cosmétovigilance si le patient qui vient à l'hôpital a eu une incapacité temporaire de travail de 1 semaine. Donc, vous voyez, ce n'est pas urgentissime. Et les alertes sanitaires de cosmétovigilance sur les dentifrices ou les encres de tatouage, comme on ne donne pas du dentifrice et comme on ne fait pas des tatouages dans un hôpital, ça ne nous concerne pas. L'addictovigilance, là aussi, il y a un circuit avec un lien avec le CAP qui se gère. Donc, il n'y a pas de souci, c'est géré. Il y a quelqu'un qui pourra répondre.
Alors, comment améliorer la transfusion de l'information remise pour les patients? Ça, c'est vrai que c'est un grand débat. Alors, je vais faire l'avocat du diable, hein. S'il coche la case sans avoir informé son patient, je ne peux pas être derrière tous les médecins de l'institution. Donc là, c'est un engagement moral et un engagement de responsabilité pour dire oui, j'ai informé mon patient avant de brancher la transfusion. Alors, quand ils sont exonérés de l'information, mais le patient dans le coma, bien sûr, ou dans l'incapacité de recevoir une information. Voilà. Édition des courriers, ben ça c'est en fin de sortie, en fin de parcours. Informatique, on pourra, là par contre, si on est informatisé, on aura la connaissance de l'ensemble des transfusions du séjour. Et donc on pourra dire, ben, vous avez reçu 4 rouges, 2 plaquettes ou autre. Si on n'est pas informatisé, là, c'est comme je suis en ce moment, c'est très, très difficile. Parce qu'en pré-transfusionnel, comme je vous l'ai dit, hein, quand je vais regarder faire un audit des dossiers, je dois avoir entre 18 et 20% d'informations du patient. C'est-à-dire que pour moi, c'est nul. C'est nul. En post-transfusionnel, parce qu'on a eu, je leur ai dit, mettez-moi transfusion, oui. Même que ça permet d'avoir la notion de la transfusion, même si vous ne mettez pas le nombre de postes, c'est pas grave. Comment on peut prouver sa bonne foi? Newsletter aux praticiens régulièrement, formation des internes, des seniors. Voilà, il faut qu'on prenne son bâton de pèlerin en tant qu'hémovigilant et qu'on aille voir, qu'on diffuse en commission qualité, en CME. Voilà, c'est très très lourd. Les internes, moi, quand j'arrive à les attraper en formation, avec malheureusement en 2020 une crise sanitaire et la suite, ça n'a pas été évident d'avoir les internes en formation. Alors, on est en lien Zoom, Teams, Skype, tout ça. C'est pas évident à 100%. Il n'y a pas tout le monde. Enfin, c'est compliqué d'aller informer les gens. Il faudrait qu'on aille à tous les staffs, aux réunions de pôle, mais ce n'est pas évident. Pour finir, on attend la circulaire de l'acte transfusionnel qui va paraître. Hein. Je peux vous donner son circulaire ou instruction. Ils sont encore en train de réfléchir. Ce sera l'instruction du 16 novembre 2021. On va dire on est le 9 décembre et on ne l'a pas encore eu. Ben oui, mais il faut qu'il y ait la signature finale du ministère de la Santé, du ministre, qui la mette au bulletin officiel. Donc je pense que comme on a un bulletin officiel tous les 15 jours, vers le 15 décembre ou un peu avant, on devrait avoir cette instruction ou cette circulaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Déjà, vous pouvez commencer pour les hémovigilants à réfléchir à comment vous allez organiser ça. La prescription médicale, ce qui est noté, c'est justement, ça fait référence à ce que tout à l'heure je vous ai dit, où les experts visiteurs vont regarder est-ce qu'on maîtrise la sécurité transfusionnelle, notamment avec le risque de début du poumon, tout ce qui est problème gravissime en transfusion. Donc, on a précisé il faut qu'on marque, qu'on note sur la prescription médicale le débit ou la durée de la transfusion et le nombre de produits sanguins labiles. Ça veut dire, mais le nombre, on le marque, oui. Mais si un patient a besoin, par exemple, de 2 concentrés de globules rouges et qu'il a 70 ans, si on se réfère aux recommandations, des concentrés de rouge de l'HAS, c'est on prend les poches une par une. Tout à l'heure, je vous ai aussi marqué un critère par rapport aux destructions de produits. On peut regarder le nombre de prescriptions unitaires réalisées. Donc, c'est vrai qu'après, on peut s'entendre avec le dépôt de sang, si vous avez un dépôt de sang dans votre établissement ou avec l'EFS, pour se dire, tu reçois une ordonnance de 2 concentrés de rouge, est-ce que tu peux en donner? Bien sûr, sauf urgence vitale, gynéco-obstétrique, bloc opératoire. On est bien d'accord. Dans un service traditionnel où en théorie, il n'y a pas une urgence qui va arriver. Est-ce que tu peux donc délivrer, même si le coursier râle, qui va faire 2 fois la navette, de donner qu'une poche? Ça, c'est si on a bien sûr un EFS
proche ou un dépôt de sang intramuros. Si vous êtes à 10 km d'un centre de transfusion, c'est vrai que c'est irréalisable. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un conteneur isotherme qui pourrait éventuellement permettre la conservation du concentré de globules rouges un peu plus longtemps? Voilà. Ils ont enfoncé le clou, ils ont mis deux lignes, posologie ou volume à transfuser, notamment pour les nouveau-nés. Alors, moi, en néonate, c'est écrit, c'est prescrit, on veut 35 ml et on va transfuser comme ça, comme ça. Les jeunes enfants et surtout les personnes âgées de plus de 70 ans. Voilà, ça, c'est les nouveautés. Bon, nous, on est en train de réfléchir déjà à la prescription informatisée, comme ce qu'on va être informatisé en 2020, fin 2022. Donc, déjà, on a dit aux prestataires, il faut que sur la prescription médicale des globules rouges, on ait une ligne en plus sur le débit ou la durée de la transfusion. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas écrit, c'est l'infirmière seule dans son service qui doit dire je transfuse en 1 heure ou 2 heures. Ce n'est pas son rôle. Elle prend une responsabilité qu'elle ne devrait pas prendre. Donc c'est pour ça qu'on veut protéger aussi les professionnels qui nous aident, paramédicaux, puisque la transfusion est un acte délégué, donc on veut les aider et les protéger, qu'il n'y ait pas un problème ou autre. Nouveauté concernant la surveillance transfusionnelle, parce qu'elle n'était jamais écrite. Il n'y avait pas écrit, nous transfusons, on vous disait, à la fin de la transfusion, on doit prendre les constantes. Et après, on fait quoi? Parce qu'il y avait un problème, parce qu'on vous disait il fallait prendre les constantes à la fin de la transfusion et on devait conserver le contrôle ultime de compatibilité et le ou les PSL transfusés pendant 2 heures. Donc nous, on s'était dit, mais si on doit garder le contrôle ultime quand on a réécrit le texte, je suis dans ceux qui ont réécrit, mais si on doit surveiller, si on doit garder le PSL transfusé avec le contrôle ultime, 2 heures, pourquoi on ne fait pas une surveillance transfusionnelle de 2 heures? Donc nous, on était partis sur ça. Entre-temps, il y a des relecteurs qui sont venus relire ce qu'on avait fait. Ils ont dit oui, mais l'OAP post-transfusionnel survient entre 4 et 5 heures après la fin de la transfusion, où on peut avoir un problème bactériologique ou autre 4 à 5 heures après. Bon, je n'ai jamais vu trop, mais bon, admettons. Donc, ils nous ont rajouté qu'on devait conserver le contrôle ultime de compatibilité. Entre nous soit dit, il sera illisible, parce qu'il y aura déjà une agglutination, les globules rouges vont coller, donc pour définir si c'était une agglutination, une sédimentation ou autre chose, on aura du mal. Avec les PSL transfusés, donc passe plus de 2, mais à 4 heures. Voilà, ce sont les grandes nouveautés. Il y a une autre nouveauté avec l'identité nationale en santé, l'INS, qui doit voir le jour avec la mise, qui aurait dû voir le jour au 1er janvier, mais bon, il y a eu un retard à l'allumage. Mais le FS est en train aussi de capter cet INS, à le mettre dans sa base de données. Donc, si vous êtes dans un établissement de santé qui a déjà mis en place l'INS, rapprochez-vous de l'établissement français du sang pour voir comment ils vont aussi pouvoir intégrer l'INS de votre site, enfin, des patients de votre site, dans leur base de données. Voilà. Ce sont les grands changements. Bon, l'INS, je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas trop dans le champ de ce que je devais vous dire, mais la durée de la transfusion, la posologie, la surveillance et la conservation sont les grands changements de la circulaire. Donc, voilà, donc si vous êtes vigilant, il faudra voir un petit peu comment ça va se passer. Bon, vous avez des outils disponibles, je crois que c'est Pasquale qui vous les a mis. Moi, je vous ai mis donc l'instruction, on attend son titre définitif avec toutes les recommandations. Vous avez le site, vous avez aussi la Société française des vigilances thérapeutiques conventionnelles, la SMVTT. Vous cliquez, vous avez accès à de la documentation. Et pour vous dire, vous voyez que vous avez en 4e ligne rapport de l'ANSM de 2013 sur les OAP de surcharge post-transfusionnelle. Mais ça a été utilisé pour les recommandations de 2014 et ça a été utilisé pour l'écriture de la V2020. Voilà tout ce que je vais vous dire. Je réponds à vos questions s'il y a des questions.
Merci beaucoup, docteur Lassalle, donc, pour votre présentation. Alors, effectivement, on a eu quelques questions dans le chat. Alors, j'avais pas accès au chat pendant que j'étais Et oui. dans ma bulle. Attendez. Où est le chat? Je ne sais pas où est le chat. Bon. Il est à côté des deux bonhommes, sinon dans une bulle. Voilà. Non, je sais pas. Allez-y, dites-moi le. Donc la première question, c'est bonjour, est-ce que le CSTH est obligatoire? Oui. Le CSTH est obligatoire. Alors, vous avez minimum une réunion l'an. Si vous avez le droit d'en faire deux, mais une, oui. Alors, je mets un bémol. Alors, il est obligatoire, oui, sauf que si vous êtes dans une commission qualité de site, enfin une sous-commission de la CME, vous pouvez vous dire, je fais mon CSTH lors d'une sous-commission de la CME. Donc, à la THM, on a dit non, parce qu'on va se retrouver avec tout le monde. On va être une réunion à 50 personnes ou plus, et on préfère avoir un CSTH à 20 avec des gens impliqués en transfusion. Parce que s'il y a des gens qui ne sont pas impliqués en transfusion, c'est un peu dommage. Voilà. Merci. Alors ensuite, on a une question. Comment faire pour le recueil du consentement et l'information chez le patient dément ou non communicant? Alors, là, si ils ne sont pas communicants, mais on va quand même le transfuser s'il y a urgence. On ne va pas attendre, mais normalement, il faut essayer de voir avec la famille. On peut donner l'information donc à la famille ou quand il y a quelqu'un qui est venu en disant que c'était la personne de confiance, on peut lui remettre l'information pour lui dire voilà, on va transfuser. Ok, merci. Alors, on a une autre question. Donc, quid des vigilances non réglementaires, identito, logiciaux? Juste pour info sur l'identito, on a réalisé un comptoir qualité dédié à l'identito vigilance. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site internet. Ou alors, je peux également vous l'envoyer si vous voulez. Vous m'écrivez un mail. Et je vous laisse répondre donc, pour le reste. Alors, c'est une bonne question parce que nous, l'identito qui ne fait pas partie des vigilances réglementaires, on l'a quand même inclus, nous, parce que je suis aussi le coordonnateur des vigilances à la PHL, j'ai une autre casquette, mais on l'a inclus dans notre réunion, dans notre coordination des vigilances. Parce que l'hémovigilance est impactée fortement par l'identito, usurpation d'identité, problématiques de groupe sanguin ou autre. Donc, ils viennent et il y a des problèmes des fois de matériaux ou de pharmacos. Donc, ils viennent, ils participent et ils nous font un compte rendu. Donc, ce n'est pas illogique. Voilà. Super, merci. Alors, on a encore pour l'instant 2 questions. En SSR, nous réalisons les bilans sanguins du suivi post-transfusionnel. Avons-nous besoin de nommer un hémovigilant? Alors, l'hémovigilant doit être nommé s'il y a au moins 50 produits sanguins labiles transfusés par an. Si vous n'avez que des patients non transfusés, non. Par contre, le bilan post-transfusionnel que vous avez fait, c'est sûrement la recherche d'anticorps irréguliers. Il faut la faxer à l'hémovigilant du site qui a transfusé le patient. Parce que si la RAI de cette recherche d'anticorps était positive, c'est celui qui a transfusé qui doit déclarer à la NSM. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de transfusion, s'il n'y a personne qui vous transfuse personne, il n'y a pas besoin d'avoir un hémovigilant. Ok, merci. Et alors la dernière pour l'instant, pourriez-vous s'il vous plaît nous repréciser en quoi consiste l'organisation des coordinations des vigilances? Ah, vaste débat. Oui, non, large question. Bon, moi, je suis coordonnateur des vigilances. J'en discutais avec le directeur de la qualité chez moi. Le problème, c'est qu'on a un titre qui est sympathique. On est coordonnateur, ça peut nous faire plaisir, mais je vais vous décevoir, on n'a aucun pouvoir. Voilà. Donc, l'esprit, c'est d'avoir quelqu'un qui essaye de faire le lien entre les vigilants. Donc, ils prennent un vieux comme moi qui connaît les gens à force, on connaît tout le monde. Ça permet d'aller voir les gens, le pharmaco, le réacto, l'identito, parce que Marianne et Bernard viennent à nos réunions.
Voilà, il faut essayer d'obtenir des vigilants, au moins qu'on se voit une fois l'an, si ce n'est deux, faire un bilan d'activité générale, parce qu'on doit quand même présenter un bilan d'activité de la coordination des vigilances. Donc moi, je demande à l'issue de la réunion que je fais normalement vers le mois d'avril-mai, je fais ma réunion des vigilants, officier de la première, hein, je leur fais un bilan, je leur demande un bilan de l'année précédente, que je formate, bien sûr c'est un résumé, hein, je ne vais pas leur faire le bilan complet, s'il fait 35 pages, je ne prends pas 35 pages, hein, je leur demande un résumé. Alors, pour la pharmacovigilance, zoomer sur l'APHM, bien sûr, et donc il me faut un résumé avec tout ce qu'ils ont fait, ça prend 3 à 4 pages, je compile tout ce qui a été dit, écrit, on se réunit parce que par exemple, il peut y avoir, en se réunissant, on se connaît, deux, par exemple, la pharmacovigilance, quand il reçoit une déclaration, me dit c'est pas de la pharmaco, c'est de la matériau, parce qu'il y a des fois, il y a des médicaments, comme quand on vous injecte l'acide hyaluronique dans le genou. Si on se dit on injecte un produit, c'est du médicament, pas du tout, vu que c'est l'ensemble médicaments, aiguilles et seringues, pour eux, c'est de la matériovigilance. Donc, c'est assez, bon, c'est eux qui décident là-haut. Donc, ils me disent, c'est pas de la pharmaco, c'est de la matériau. Bim, ils me fourguent le bébé, ce qui est très bien d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Le biovigilant, il vient aussi, parce que parfois, lui, on lui décrit des problèmes de transport d'un prélèvement d'anapathe en biovigilance, parce que c'est un prélèvement de tissu, ça ne le concerne pas. Donc, il va l'envoyer, il me l'envoie, et puis moi, je reroute. Voilà. L'idée, c'est d'avoir que les gens se connaissent et puissent se transférer des événements indésirables qui ne seraient pas de leur ressort. Voilà, ça c'est un premier point. Faire un compte rendu. Après, éventuellement, quand on a des problèmes particuliers pour la matériau ou autre chose, on fait des réunions de matériaux avec la coordination des vigilances, surtout quand on s'informatise. Donc, on a eu, quand on a informatisé réunion avec chaque vigilance et la gestion des risques, justement, pour se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut faciliter. Par exemple, on a demandé récemment, la dernière réunion, ça a été, moi, je ne peux pas déclarer tout, je n'ai pas le numéro d'hospitalisation du patient, effectivement. Il faut qu'on relie la déclaration au patient, même si on peut écrire au déclarant dans l'informatique, pouvez-vous me préciser les données que l'on souhaite, souvent ils ne répondent pas ou peu. Donc, en ayant le numéro d'hospitalisation, on peut nous aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Et ça permet donc, comment dire, de déclarer sereinement. Voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est pas du tout d'avoir un chef qui fouette les gens, c'est avoir quelqu'un qui essaye de coordonner et de fluidifier le système et qui peut aussi te permettre, s'il y a des remontées de terrain où ça ne va pas du tout dans une vigilance, d'aller voir le CME ou le DG pour lui dire ben, il y a un problème, ça ne va pas. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci. Ok. Bon, ben, je crois qu'on n'a plus de questions. En plus, ça va être l'heure, on a respecté notre timing. Donc, merci beaucoup, docteur Lassalle, pour votre présentation. Et à bientôt. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de prochain compteur qualité prévu. Donc, on vous tient au courant 2022 des nouveaux comptoirs Pasquale. Et voilà. Merci, bonne journée. Okay. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.